Il est 8 heures. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Ordonnance, travail. Il y a un an, vous entendiez ces deux mots toutes les 3 minutes sur vos ondes. C'était la grande affaire du début du quinquennat. Quel bilan aujourd'hui? Enquête Europe 1 dès le début de ce journal. On vous parle des 900 000 Français qui souffrent d'Alzheimer. C'est la journée mondiale de mobilisation contre cette maladie. La recherche patine. L'impasse du sommet de Salzbourg. Un Brexit dur, brutal en perspective. Beaucoup de Britanniques sont à bout de nerfs. Reportage à la fin de cette édition. Les salles de sport organisent des séances défouloirs anti-Brexit. Je ne plaisante pas. Vous ne serez pas déçus. Europe 1. La réforme du Code du travail avec son plafonnement des indemnités de licenciement. Si une mesure devait symboliser l'ère Macron, ce serait celle-là. Mais quelle efficacité au bout d'un an? Le nombre d'affaires portées au prud'homme a baissé, c'est sûr, mais de nouvelles formes de contentieux sont apparues pour contourner les règles. Enquête Europe 1 signée Olivier Samin. Harcèlement au travail, discrimination, atteinte aux libertés fondamentales, liberté d'expression dans l'entreprise par exemple. Ces 3 motifs apparaissent de plus en plus dans les affaires de licenciement qui arrivent maintenant au prud'homme. Pas étonnant, quand le salarié peut prouver qu'il a été victime de ce type de fait, le plafonnement des dommages d'intérêt ne joue pas. Isabelle Ayache-Reva est avocate, elle défend les entreprises et plaide à Paris comme en province. Fallait s'y attendre, dit-elle. Il y a des tas de dossiers qui se sont engouffrés dans cette brèche. C'est vraiment l'ère du catalogue, c'est-à-dire qu'on a toute une série de demandes qui font qu'au total, les montants sont très importants. Les prud'hommes vont-ils valider ces demandes? Patience, pour le moment, trop peu d'affaires sont arrivées au stade du jugement. Il y a un constat, en tout cas, qui est largement partagé dans les salles d'audience. Le plafonnement des indemnités prud'homales a fait un grand perdant. Le salarié, licencié à 50 ou 55 ans, après quelques années de présence seulement dans l'entreprise. Sa faible ancienneté lui donne droit à très peu de dommages d'intérêt, alors que son préjudice est lourd, puisqu'à son âge, il lui sera difficile de retrouver un emploi. Pour lui, disent les avocats, y compris certains avocats d'employeurs, pour lui, le plafonnement des indemnités est un non-sens. Les informations d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et des impôts qui disparaissent n'est pas tous les jours, alors on en parle ce matin. Oui, il s'agit de 22 petites taxes qui rapportent très peu, mais qui pourrissent la vie des entreprises. Par exemple, ponctionner les voies navigables ou les farines. Eh bien, dans le budget 2019, ces prélèvements vont se volatiliser. Nous l'apprenons ce matin à la lecture du journal officiel. Emmanuel Macron a décidé d'élever une vingtaine de harkis dans l'ordre de la Légion d'honneur. Les harkis, ce sont des Arabes ou des Berbères qui combattaient pour la France contre le FLN au moment de la guerre d'Algérie. Europe 1, 8h03. C'est aujourd'hui la journée mondiale de mobilisation contre la maladie d'Alzheimer. Oui, aider la recherche est plus que jamais indispensable. 900 000 Français souffrent de cette maladie. Aucun nouveau médicament n'est arrivé sur le marché depuis 16 ans. Les personnes âgées sont les premières victimes, mais Alzheimer touche aussi parfois des gens plus jeunes. 30 000 patients ont moins de 65 ans. C'est le cas de Dany qui s'est confiée accompagnée de son mari Philippe au micro de Mélanie Gomez. Alors mon âge déjà je pourrais même pas vous le dire. C'est... non je sais pas. 55 ans. 55 ans j'ai. Quand ça a commencé, j'avais quel âge quand on a su que c'était la maladie d'Alzheimer? 52 ans. 52 ans. Qui est difficile pour moi. Reconnaître les objets, il y a des moments, oui, mais c'est rare, hein, c'est pas tout le temps. Mais après, j'ai toujours dit que si un jour vraiment ça se dégrade, je partirai sur où ça s'appelle, Philippe, je sais plus. En Belgique. Aller en Belgique pour finir mes. Pour abréger tes jours. Oui. Un témoignage recueilli par Mélanie Gomez et qui nous renvoie aussi à ce qui fera partie du débat public dans les prochains mois, la question de la fin de vie. On va parler maintenant d'un attentat qui a marqué l'histoire de France, celui de la rue des Rosiers. C'était il y a 36 ans, mais on s'en souvient encore. Oui, et on en reparle parce qu'Emmanuel Macron reçoit cet après-midi Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Or, l'un des principaux suspects de l'attaque du restaurant juif qui avait fait 6 morts et 22 blessés vit aujourd'hui à Ramallah. Les victimes de l'attentat attendent du président français qu'il obtienne son extradition. Les explications de Pierre de Cossette. Aujourd'hui, il a 63 ans. Hicham Harb est l'un des 4 visages identifiés par la justice française comme membre du commando qui a semé la mort rue des Rosiers à l'été 1982. Ce Palestinien vit en Cisjordanie et c'est lui qui intéresse Yohann Tayeb, représentant de la sœur d'une des victimes, qui implore Emmanuel Macron de mettre la pression sur Mahmoud Abbas pour l'extrader. C'est vraiment le suspect qui est le plus à la portée de la France. Je me bats pour Madame Jacqueline Hiego,
qui est une rescapée de la Shoah, qui a été une enfant cachée avec son frère, qui a été tué dans l'attentat. Elle a la crainte de ne pas voir de son vivant un procès. Le président Macron se présente comme un homme du changement, et qu'il le prouve de façon diplomatique et qu'il tape un grand coup et qu'il dise clairement au président palestinien « je veux ce suspect ». Et il faut qu'on l'ait. Un imbroglio diplomatique nourri par le statut particulier de la Palestine et le fait que les pays n'extradent traditionnellement pas leurs ressortissants. C'est d'ailleurs le problème pour les 3 autres suspects localisés en Norvège et en Jordanie. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Nous vous en parlions hier, cette agression homophobe à Paris. Un jeune homme avait été tabassé en pleine rue parce que lui et son compagnon s'étaient enlacés. 2 suspects ont été interpellés par la police, 2 frères, l'un majeur, l'autre mineur. Ils ont été placés en garde à vue. Europe 1. À suivre dans le journal, un sondage exclusif Europe 1. La conquête de la mairie de Marseille ne sera pas facile pour En Marche. Bon réveil à tous. La suite du journal avec David Doucan. Europe 1 a décidé de prendre un peu d'avance. On vous parle des élections municipales de 2020. Oui, nous nous pencherons dans les prochains mois avec notre partenaire Elab et le journal La Tribune sur les batailles électorales qui s'annoncent dans les grandes villes de France. Focus aujourd'hui sur Marseille. Les Républicains sont largement en tête, notamment Martine Vassal, la candidate soutenue par Jean-Claude Gaudin. Elle recueillerait 34% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon est loin derrière à 19%. Quant au candidat de La République En Marche, il plafonnerait entre 15 et 17%. Le Rassemblement national ne dépasse pas non plus les 15%. Reportage sur place de notre correspondante Nathalie Chevance. C'est un sondage qui tombe à pic pour Martine Vassal, tout juste élue présidente de la métropole, dans le fauteuil de Jean-Claude Gaudin, son mentor. Écoutez, le camp LR, il fait la démonstration de l'unité autour de Martine Vassal. C'est déjà pas si mal que ça. Je l'aiderai de mon mieux à la place qui est la mienne. La dauphine du maire, qui pour l'instant coiffe largement les autres candidats potentiels à l'hôtel de ville. Et même si elle ne dévoile rien de ses intentions pour 2020, le ton est donné. Moi, je suis née à Marseille. Cette ville, je l'aime. Je l'ai viscéralement rivée au corps. Mais derrière, il faut obtenir le plus vite possible des résultats. Vous ne fermez aucune porte. Chaque jour suffit sa peine. Et dans le camp des Insoumis, désormais deuxième force politique de la ville, on jubile comme Sophie Camard, suppléante de Jean-Luc Mélenchon, ravie de voir la République En Marche rétrograder derrière eux. La France Insoumise s'ancre dans le paysage marseillais, tandis qu'En Marche s'effondre. C'est la baudruche qui éclate. C'est vraiment un mouvement qui n'a pas su imposer de nouvelles figures. Leurs députés ne font pas parler d'eux. Un mouvement En Marche au pied du mur. D'autant que localement, les frictions se multiplient aussi entre marcheurs et républicains. Division sur le bilan de Jean-Claude Gaudin. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, vient de rendre public les chiffres de la canicule de cet été. Elle a causé la mort de 1500 personnes. À titre de comparaison, en 2003, 15 000 de nos concitoyens avaient succombé suite aux très fortes chaleurs. On attendait beaucoup, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent après le sommet européen de Salzbourg hier en Autriche. Oui, le chemin est difficile pour Emmanuel Macron. C'est la double impasse sur la question migratoire. Les positions entre les progressistes et les populistes semblent inconciliables. Et puis il y a le Brexit. Theresa May a été priée de revoir sa copie, mais l'horizon d'une séparation brutale semble s'imposer de plus en plus aux observateurs. Perspective qui commence à déprimer nos amis britanniques. 80% d'entre eux trouvent que tout cela est très mal géré. Mais Nikos, les Londoniens en ont vu d'autres. Ils ont toujours pour eux une arme absolue, c'est l'humour. Une salle de sport a inventé un cours de fitness spécial défouloir anti-Brexit. Ça s'appelle le Brexfit. Reportage de notre correspondance Anaïs Cordoba. Kate, pro-européenne convaincue, prend l'exercice de musculation à cœur et lance rageusement des poids sur des tapis à l'effigie de Theresa May. Jérémy Corbyn. Dans les journaux, on ne parle que de ça, que du Brexit. C'est fatigant, c'est frustrant, j'en ai marre. Un peu plus loin, Richard boxe de toutes ses forces sur le visage de la première ministre, imprimé sur un punching ball, tandis qu'Harriet se défoule sur le chef de file des pro-Brexit, Boris Johnson. Il faut rappeler à Theresa May pour qui elle travaille. C'est super de passer mes nerfs sur la tête de Boris Johnson. Les politiques britanniques ne se sont vraiment pas illustrés. En fait, personne n'a la moindre idée de comment gérer le Brexit. Mais c'est leur boulot. Et les manœuvres internes ne vont pas aider à trouver une solution. David, qui a voté Brexit, n'en pense pas moins et apprécie particulièrement la course de sac à l'effigie de Theresa May. C'est la confusion sur comment ça va se passer, quand ça va se passer. On n'a pas d'échéance. Donc comment voulez-vous leur faire confiance ? Et après
Après 30 minutes d'exercice intense, aucun des 14 participants n'est allé s'asseoir dans le coin David Cameron, surnommé coin des démissionnaires. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1. Et si cette déliquescence européenne était en réalité une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron? C'est en tout cas la thèse du patron des Républicains, Laurent Wauquiez. Il accuse le président de machiavélisme. Pour le leader de la droite française, le chef de l'État souhaite mettre en scène, je cite, un tête-à-tête funeste entre lui, Emmanuel Macron donc, et Marine Le Pen.